Je suis rentré à la maison épuisé, n'attendant rien de plus qu'une soirée tranquille pour me détendre après une longue journée. Mais au lieu de cela, je suis entré dans un silence troublant, qui n'avait pas sa place chez moi. Ma mère, ma femme Dorothy, mes fils et mon soi-disant meilleur ami Paul étaient tous assis sur le canapé. Leurs visages étaient vides, leurs yeux évitant délibérément les miens. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la tension gênante habituelle qui flottait parfois dans l'air lorsque je rentrais tard à la maison. Ce n'était pas la légère odeur de nourriture brûlée provenant des expériences culinaires peu réussies de Dorothy. Ce n'était même pas la façon dont mon fils était assis, rigide, comme s'il se préparait. Non, c'était différent. Calculé. J'ai posé ma mallette et j'ai roulé mes épaules en essayant de lire la pièce. Que se passe-t-il? Ai-je demandé en gardant ma voix aussi ferme que possible. La pause qui suivit me fit frissonner. Puis Marc, mon aîné, s'éclaircit la gorge et dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Papa, assieds-toi. Tu dois accepter que les choses ont changé. Tu n'es plus le chef de cette famille, oncle Paul. Il est plus comme un père pour nous maintenant. » Les mots m'ont frappé comme une lame dans le ventre. J'ai cligné des yeux, convaincu d'avoir mal compris. « Reviens, dis-je, d'un ton calme, étrangement calme, malgré le feu qui s'allumait dans ma poitrine. Marc évitait mon regard, ses doigts tapotant contre son genou, une vieille habitude nerveuse. Mais je ne le regardais plus. Mon attention se tourna vers Dorothy, la seule personne qui aurait dû parler, qui aurait dû arrêter cela. Elle était assise là, les mains soigneusement croisées sur ses genoux, avec une expression vide. Elle savait que ce moment avait été long à venir. Et Paul avait l'air complètement à l'aise. Ceci, la trahison, n'était qu'un autre événement de routine. Sa posture était détendue, son visage calme, trop calme, comme s'il était assis à ma place depuis un certain temps maintenant. Ce n'était pas soudain. Cela n'avait pas été orchestré. J'ai scruté les visages de mes fils, à la recherche de quelque chose de remords, de doute, même d'hésitation. J'ai pris un souffle lent et contrôlé, supprimant le bâtiment de la fureur à l'intérieur. « Dorothy », dis-je d'une voix froide, teintée de quelque chose de dangereux. Pour la première fois, son masque craqua. Elle inspira brusquement, lissant le tissu de sa robe avec des mains tremblantes, comme si elle pouvait redresser la trahison. Des lignes, pas de déviation polie. Réponds-moi juste une chose, Dorothy. Quand exactement mon rôle de mari, en tant que père, a-t-il expiré? Était-ce une lente érosion au fil du temps, ou as-tu pris cette décision en une nuit, allongé dans mon lit? L'homme en qui j'avais confiance autrefois par-dessus tout, l'homme qui était là quand mes enfants sont nés, qui a levé son verre à mon mariage, qui s'est tenu à mes côtés dans le triomphe et dans le chagrin, un homme que j'appelais autrefois mon frère. Et maintenant, il était assis dans ma maison, sur ma chaise, en ma présence, attendant que je reconnaisse qu'il avait gagné. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Mais c'était ma troisième victoire. J'ai poussé un soupir et j'ai reculé, ajustant mes poignets avec désinvolture, comme si toute la scène qui se déroulait devant moi n'était rien de plus qu'une curiosité et une ride insignifiante dans une soirée par ailleurs ordinaire. L'air dans la pièce était maintenant plus lourd, claustrophobe, mais je ne leur donnerais pas la satisfaction de voir une fissure. « Tu as quelque chose à dire ?» J'ai fait une pause, j'ai légèrement incliné la tête, j'ai laissé le silence s'étendre, j'ai laissé l'inconfort s'épaissir. Puis j'ai ri d'un son doux et entendu qui disait tout sans dire un mot. Sans un autre regard, je suis sorti parce que ce soir, c'était une préparation, et au moment où il comprenait ce que je construisais, il était bien trop tard et je suis resté un moment dans le couloir, écoutant un mouvement. Je pensais il s'attendait à de la fureur, à un spectacle, peut-être même à une demande désespérée de réponse, mais ils ne m'ont pas du tout compris. J'ai traversé le couloir devant les photos de famille encadrées, les mensonges coincés derrière la vitre, les sourires figés, la fausse loyauté avec laquelle ils l'avaient fait. Déplacé sans moi, je suis entré dans mon étude et je me suis assis dans ma chaise et je me suis expulsé. Les bleus s'estompent, la vengeance, même si la vraie vengeance est permanente. Et pour cela, j'aurais besoin de patience. Les signes étaient là depuis le début, pas manqués, mais ignorés. Parce que j'avais choisi de faire confiance. Parce que l'influence de ma mère avait toujours été trop forte pour moi, pas directement, pas en termes précis, mais elle avait façonné le récit, l'avait guidé, à une vie respectable. Et elle avait raison. Dorothy était toutes ces choses jusqu'à ce qu'elle ne soit plus satisfaite. Je me suis penché en avant, tapotant en rythme sur le bureau. Paul, de tous les hommes du monde, pourquoi lui avais-je déjà envisagé la possibilité d'une infidélité?
que si cela ne m'était jamais arrivé, je le saurais. Mais je ne l'avais pas ressenti parce que cela n'avait pas été une simple trahison. Cela avait été une transition, un changement délibéré, un coup d'État, leur erreur. Ils pensaient que j'étais trop vieux pour résister, trop décidé pour riposter. Mais en vérité, j'étais déjà parti, mais mentalement, émotionnellement. Plus longtemps sans souci. Quand il arrête d'essayer de récupérer ce qui reste, il devient dangereux. C'était leur premier faux pas. Leur deuxième, ils pensaient que je n'avais plus rien à perdre. Mais ils ont oublié que je suis un avocat. James, j'ai dit la voix calme. Précis. Je l'ai chaque compte commun. Une pause. Monsieur, êtes-vous sûr? Je sais exactement ce que cela inclut. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, j'ai dit, encore plus doucement. Maintenant, oui. Maintenant, une autre pause, je vais préparer les papiers. Au matin, deuxième mouvement effectué. Puis vint le troisième appel à quelqu'un d'une autre partie de ma vie, quelqu'un qui se spécialisait dans le démantèlement des réputations. Les roues commencèrent à tourner, les yeux au plafond, sentant déjà le poids se déplacer, que je pensais mes blessures. Trop tard. Le lendemain matin, la tempête est arrivée non pas avec de la rage ou du bruit, mais dans un calme absolument dévastateur. Elle a commencé lorsque Dorothy s'est assise pour effectuer l'un de ses transferts habituels, peut-être pour une dépense de maison ou un autre article de boutique trop cher qu'elle considérait comme un luxe nécessaire. Mais cette fois, l'écran a clignoté en rouge, a rafraîchi la page, a refusé, a réessayé depuis son téléphone, a changé de compte, a refusé. Aidé et s'est rendu directement à la banque. Et c'est là que la réalité l'a finalement frappé. Les comptes sont gelés, a déclaré Madame Lennox, la directrice de la banque, en se déplaçant nerveusement derrière le bureau, déjà nerveuse. Mon compte présente une retenue de sécurité. J'ai besoin qu'il soit levé. Le manager hésita, redoutant clairement le rôle qu'on lui avait confié. J'ai peur que cela ne soit pas possible, madame. Ses yeux se plissèrent. Et pourquoi pas, madame, répondit-il calmement. Et maintenant, non. Une peur rampante s'est finalement installée. Elle n'avait jamais cru que j'irais aussi loin. Pas après toutes nos années ensemble, elle s'attendait à ce que je m'effondre. Au moment où elle a quitté la banque, ses mains tremblaient. Paul, il a tout gelé. Mais Paul avait ses propres feux à éteindre. Pendant qu'elle prenait d'assaut le hall de la banque, j'étais déjà passé à la phase 2. Chaque ligne de crédit, elle avait accès à chaque carte. Sur le chemin du retour, elle s'est arrêtée dans un café, espérant sans doute récupérer un morceau de carte refusée. Paul entrait son entreprise, celle qu'il vantait fièrement comme un succès personnel, s'est en réalité construite sur mon dos. Non pas à cause de son génie ou de sa perspicacité, mais parce que je lui avais ouvert des portes, l'avais présenté à des investisseurs clés et l'avais placé dans les bons cercles. Puis sa faillite a commencé tranquillement. Froid email officiel de son fournisseur principal. En raison de circonstances imprévues, nous avons le regret de vous informer que notre partenariat prend fin immédiatement. Paul ne s'en est pas encore rendu compte, mais son entreprise était sous assistance respiratoire. À midi, 2 autres investisseurs s'étaient retirés. Au dîner, les liquidités de l'entreprise étaient étouffantes, et quand il a finalement vérifié ses propres comptes financiers, il saignait. Il n'avait jamais vraiment apprécié la vie que je leur offrais, les diplômes de l'Ivy League, les voitures européennes élégantes dans l'allée. Et pourtant, il m'avait renié en faveur de Paul. Il m'avait donc remplacé avant même que je franchisse cette porte. Les paiements des frais de scolarité. Marc, qui était profondément engagé dans son programme de maîtrise, a reçu le premier appel de réveil. Si le solde de vos frais de scolarité n'est pas réglé dans les 7 jours, votre inscription sera suspendue. Evan, qui s'était habitué à son style de vie insouciant, a soudainement perdu son allocation mensuelle. Il a simplement appelé la banque et, tout comme leur mère, il a reçu la même réponse froide. Je me suis installé. Le soir venu, l'appel téléphonique a commencé. Mes filles sont appelées. Mais ma mère, la même femme qui m'avait élevé et qui avait orchestré une grande partie de cette trahison, a décroché le téléphone et a appelé. Pas encore jusqu'à ce qu'ils aient ressenti le poids de leur absence. La nuit tombe, je imaginais qu'ils étaient tous réunis dans ce même salon, la même pièce où ils avaient fait leur choix. Mais cette fois, l'atmosphère avait changé. Ils n'avaient plus le contrôle, à bout de souffle. Et je les regardais se noyer, toujours accroché à son illusion de stabilité, assis dans son bureau, sirotant son café trop cher, complètement inconscient de la tempête. Son entreprise n'avait jamais été un monument brillant ou un travail acharné. C'était un échafaudage de faveurs,
de présentation et de prestige emprunté. Tout cela était le mien. Dès le premier jour, Paul s'est appuyé sur mes relations, mes clients, mes investisseurs, ma réputation, et j'ai donné librement parce qu'il avait été mon frère le plus proche. Maintenant j'allais le démanteler. Le premier signal, un email avec une ligne d'objet qui a frappé comme un marteau. Sans le resserrement du front. Chris, viens de voir le qu'est-ce qui se passe. Une pause, longue et lourde. Puis Chris soupira. Paul, je suis désolé, mec. Mais nous ne pouvons plus être associés à toi. Paul, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi deux, mais disons simplement qu'il dit clairement que rester en affaires avec toi n'est pas une décision intelligente. Paul s'est précipité de sa chaise, en voyant son café s'écraser sur son bureau. C'est fou que Daniel ne fasse pas ça. Chris l'a coupé. C'est un homme puissant que Paul respecte. Et entre toi et moi, si je devais choisir entre faire des affaires avec lui ou avec toi, je le choisirais à chaque fois. Paul resta figé. Le téléphone restait collé à son oreille longtemps après la fin de l'appel. Non, cela ne pouvait pas être réel. Daniel était très méthodique, calculateur, voire impitoyable dans une salle d'audience. Mais il n'était pas le genre d'homme à détruire la vie de quelqu'un, n'est-ce pas? 17 heures, toute son entreprise était à bout de souffle, fonctionnait à peine, au bord de l'effondrement. Puis vint le coup mortel. La licence commerciale fut révoquée. Paul était encore sous le choc lorsque sa secrétaire entra dans le bureau, le visage vidé de couleur. « Monsieur » dit-elle prudemment. Paul la ramassa avec ses doigts tremblants, déplia le document et lut la première ligne. Avec effet immédiat, les licences commerciales suivantes ont été révoquées en raison d'enquêtes judiciaires en cours impliquant de potentielles violations éthiques et conflits d'intérêts. Ce n'était pas juste un malheur. C'était une frappe délibérée et dévastatrice. Et une seule personne aurait pu orchestrer quelque chose d'aussi précis. Daniel, son ancien meilleur ami, son frère en tout sauf le sang, l'homme qui l'avait trahi. Maintenant, Paul comprenait enfin que Daniel n'avait pas simplement riposté. Il avait effacé l'appel désespéré. La moitié de Dorothy, le reste, un flot d'investisseurs, d'employés et de clients tous confus, tous paniqués, tous exigeant des réponses. Et pendant tout cela, Daniel était resté silencieux. Il a serré la mâchoire et a recomposé le même message qu'il avait accueilli à chaque fois ce jour-là. « Arrête, s'il te plaît. Rappelons-moi. » « D'accord, c'est allé assez loin. » Clic, l'appel a été ignoré. Paul a regardé le téléphone dans sa main, le cœur battant. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas seulement en colère. Il n'était pas en train d'effacer Paul de la carte. Ce soir-là, la maison était incroyablement calme. Main aux jointures blanches enroulées autour de son téléphone. La lampe à proximité vacillait faiblement, jetant une faible lumière sur son expression anxieuse. Elle avait appelé Daniel à plusieurs reprises, pas même un seul mot en retour. Avec les doigts tremblants, elle essaya ensuite de répondre. Mais avant même la première sonnerie, elle savait que le numéro que vous essayiez d'appeler n'était pas disponible. Tapez. Il ne faisait rien du tout. Son écran était figé sur un plan de notification, froid et accablant. Evan, incapable de rester immobile, marchait furieusement. Il n'a jamais bien géré l'incertitude, et à ce moment-là, tout lui échappait. Ses fils le savaient, mais personne n'osait le dire à voix haute parce que dire cela signifierait reconnaître la vérité. Admettre que Daniel avait fait ce qu'aucun d'eux ne croyait possible. Il n'avait pas parlé depuis plus d'une heure. Pas depuis qu'il avait consulté son portail étudiant et vu l'alerte. Pas depuis qu'il avait vu l'avis rouge clair en haut de l'écran. Le paiement immédiat des frais de scolarité était requis pour rester inscrit. Cela devait être une erreur. Ces frais de scolarité étaient toujours traités longtemps à l'avance. Dans l'argent, son père avait tout coupé. Marc avait toujours cru que son éducation était une évidence, juste une autre partie de la vie sur que son père lui avait fourni. Quelque chose de permanent, d'inébranlable, tout comme l'homme lui-même. Maintenant, ses pensées revinrent à ce qu'ils avaient dit la nuit précédente. Et juste comme ça, son estomac s'est tordu. « Maman, aboya-t-il en passant une main dans ses cheveux. J'ai juste essayé de faire le plein d'essence et ma carte a de nouveau été refusée. » Elle était restée figée, regardant son téléphone, l'esprit clairement ailleurs, sa frustration grandissant alors qu'il arpentait la pièce. Devinez quoi? Mâchoire, mais restée, Dorothy inspira finalement lentement et tremblante. Oui, admittait-elle doucement. Il l'est. Evan rit amèrement, levant les mains. Que pensais-tu qu'il allait se passer? Vous avez laissé oncle Paul lui marcher dessus? Et maintenant nous payons tous pour cela. La tête de Dorothy se tourna brusquement vers lui.
Je n'ai pas laissé Paul faire quoi que ce soit. Sifflait-elle. Votre père. Elle s'arrêta et expira brusquement. Votre père riposte. C'est tout. Evan secoua la tête avec incrédulité, en représailles. Maman, réveille-toi. Il brûle tout. Et pour la première fois de la journée, Dorothy y crut. Puis vint l'appel qui changea tout. Le téléphone de la maison sonna. La pièce s'immobilisa. Dorothy se précipita si vite qu'elle faillit le laisser tomber. C'était sa mère et sa voix était aiguë. Je vois Dorothy, dit froidement Marlène. Êtes-vous assis? Dorothy fronça les sourcils, serrant plus fort le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Marlène soupira, se préparant. Puis elle prononça les mots qui rendirent la vision de Dorothy blanche. Ce que Daniel a géré pour nous. Ils sont vides. Le souffle de Dorothy s'est arrêté. Ce n'est pas possible. Daniel ne le ferait pas? Le ton de Marlène était aiguisé. Sécurité. Et maintenant c'était le cas. Ses parents payaient pour sa trahison. Dorothy ferma les yeux. La honte et la panique rugirent en elle. Pour la première fois depuis le début de cette crise, elle ressentit un regret. Elle se souvenait à peine des dernières paroles de sa mère. Elle s'était attendue la rage, les cris, la confrontation. Mais il n'avait pas dit un mot. Au lieu de cela, il s'était simplement éloigné. Et ce faisant, il n'avait pas crié. Il les avait simplement laissés choisir. Et maintenant, alors que Dorothy était assise, la vérité l'avait frappé de plein fouet. Il revient. Il n'allait pas les sauver. Pour la première fois de sa vie, Dorothy réalisa quelque chose d'effrayant. Elle n'avait jamais vraiment connu son mari. Elle avait connu la version de Daniel qui l'aimait inconditionnellement. Mais le vrai Daniel, était l'homme qui les regardait tous s'effondrer et ne faisait absolument rien pour l'arrêter cette nuit-là. Sur le haut plafond, Dorothy a rejoué tout cela, à quelle vitesse tout s'était effondré, comment un seul jour avait bouleversé tout son monde. Hier, elle avait cru que sa vie était stable. Et le pire de tout, c'est qu'elle n'avait eu personne d'autre à blâmer qu'elle-même auparavant. Elle avait tout perdu. Et pour la première fois, elle ne savait pas comment remettre les choses en ordre. Sa mère n'arrêtait pas d'appeler. L'appel a sonné et sonné et sonné, directement sur la messagerie vocale. Vous avez contacté Daniel Lennox. Je ne suis pas disponible. Dorothy serra la mâchoire, ravalant la boule dans sa gorge. Elle essaya d'envoyer un SMS, rien. Puis, en désespoir de cause, elle attrapa le téléphone de la maison. Ce n'était pas une crise de colère. Ce n'était pas un avertissement. Daniel ne reviendrait pas. Les fils, Mark et Evan, s'effondraient tout aussi rapidement. Ils n'avaient jamais craint l'instabilité financière jusqu'à présent. Jusqu'à ce que l'homme qu'ils avaient licencié le remplace. Se moque-t-il? Ouais, c'est un génie. Il vient de le faire. Mark a passé une main dans ses cheveux. D'accord, mais maman ne va pas simplement nous laisser sans abri. N'est-ce pas? Dorothy voulait les rassurer elle-même. Mais les mots ne venaient pas parce qu'elle n'était plus sûre de lui. Est venu le désespoir, les voix craquèrent de panique. Papa, allons. Nous n'étions pas sincères. Tu es toujours notre père. D'accord? Rappelle-nous, papa. Mais Daniel n'a jamais répondu. Pardonne-lui. Alors, elle l'a attrapé. Clé, est montée dans la voiture que Daniel lui avait achetée et s'est rendue directement à son bureau. Mais quand elle est arrivée, la réceptionniste n'a même pas cligné des yeux. Je suis désolé, Madame Lennox, dit la femme, d'un ton poli, mais distant. Lennox a donné des instructions strictes pour ne pas vous voir. Le ventre de Dorothy se tordit. Ne pas la voir, son propre mari. Elle se força à sourire tremblant. Vous devez vous tromper. Nous sommes mariés. La réceptionniste hésita, puis lui tendit silencieusement une enveloppe, son expression empreinte d'une tranquille sympathie. Dorothy s'écarta, ses doigts tremblants en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un seul document. Une demande de divorce déposée, signée, complète. Une petite note y était attachée, juste 5 mots. Il n'y avait plus rien à réparer. Dorothy ne pouvait plus respirer. Elle avait perdu. Et Daniel avait déjà lâché prise. Cette nuit-là, le deuxième coup tomba cette fois à la maison. Quand Dorothy franchit la porte, sa mère attendait. Marlène était assise dans le salon, les mains jointes, les yeux durs comme de la pierre. « Je t'avais prévenu, » dit doucement Marlène, sa voix froide et aiguë. « Je t'ai dit de faire attention. » Dorothy laissa échapper un rire amer. Lui a dit point. « Tu me l'as dit. Je te l'ai dit. » Marlène a coupé la voix comme de l'acier. « Que les hommes s'adaptent. Que ton père s'est ajusté. Mais Daniel,
Daniel n'était pas ton père. Elle a lancé à Dorothy un long regard perçant. Je t'ai dit ce qu'il faudrait pour garder un homme comme lui. Au lieu de cela, tu as laissé ta fierté tout brûler. La voix de Dorothy s'est brisée. Je voulais juste ma liberté. Marlène a hoché la tête une fois. Et maintenant tu l'as. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait? Dorothy n'avait pas de réponse parce que la vérité. C'était comme l'enfer. À minuit, Paul s'est effondré. Son entreprise, sa richesse, sa réputation et, pire encore, Daniel a vraiment compris que Daniel l'avait construit. Et Paul ne l'avait pas laissé tranquille. Il s'est rendu directement chez Daniel, a monté les marches et a frappé furieusement à la porte d'entrée. Pendant un instant, silence. Puis la porte s'est ouverte, et il y avait Daniel. Calme, inébranlable, la rage de Paul a trébuché parce que l'homme qui se tenait devant lui n'était pas en colère. Il avait déjà gagné et Paul a légèrement incliné la tête. Paul a demandé, d'une voix basse, et même Paul a dégluti. « Ed, tu n'avais pas le droit de faire un pas en avant calme et dangereux. » « Non, Paul. J'avais tout à fait raison. » Et à ce moment-là, Paul a ressenti une peur très vive. Parce qu'il n'avait pas simplement assuré que Paul ne se remettrait jamais. Un dernier appel. Sa voix a tremblé quand elle a laissé le message. Il n'y en aurait jamais parce que Daniel l'était déjà. Et il ne regardait pas en arrière. J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table. Encore une fois, je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne l'avais pas entendu, et pas parce que j'étais occupé, mais parce qu'elle ne méritait plus de réponse. Puis 1 minute plus tard, un autre appel, Marc, puis la mère de Dorothy, je les ai tous laissés accéder à la messagerie vocale. Eux un chose célibataire, pas de patience, pas de présence, et pas de mon pardon. Être, a commencé la voix brute. Elle était désolée d'avoir découvert. Passez en avance, je vous entends. Tu aimes ce que j'ai fait pour toi. Aimez ce que j'ai fourni. Et maintenant tu dois vivre avec ça. Plus tard dans la soirée, les fils qui avaient choisi le mauvais côté m'ont confronté. Quand je suis rentré chez moi, Mark et Evan se tenaient dans le salon, les bras croisés, leurs visages sinistres. Je fermais la porte derrière moi et s'appuyais contre cela. Le silence a rempli l'espace. Enfin, Mark a parlé. « Papa, viens, a-t-il dit. Maman a foiré. Mais ne pensez-vous pas que nous ruiner, c'est un peu trop ?» J'ai haussé les sourcils. « Vous ruinant ?» J'ai répété ma voix à plat. Evan se moqua et secoua la tête. « Papa, nous n'avons plus rien. » J'ai incliné la tête. Ce dernier mouvement désespéré. « Mais tu m'as détruit, l'homme. Sur toi. Je le coupe, et c'est pourquoi je ne sais pas. » La maison une dernière le temps, laissant mes doigts sur les meubles, les murs, les morceaux de vie qui n'avaient jamais été le mien. « Votre suite est prête. »« Merci, » ai-je dit en remettant ma carte, celle que Dorothy ne pouvait pas toucher. En traitant mon enregistrement, j'ai regardé les 67 appels manqués de mon téléphone. Je laisse échapper une ralentie lentement, secouant la tête. Il mendiait toujours, se précipitant toujours pour me joindre, essayant toujours de réparer ce qui ne pouvait pas être réparé. Mais il était trop tard parce que pour la première fois en 19 ans, je n'étais plus à leur manipuler. J'avais fini et ils étaient exactement là où ils méritent d'être. Les retombées ont commencé le lendemain matin. Le désespoir avait atteint son apogée. J'ai ignoré leurs appels toute la nuit, mais les messages ont continué à venir. « Dorothy, Daniel, s'il vous plaît. Je t'en supplie. Parlez-moi. Marc, papa, allez. Son ton et découvrons cela. Evan, nous avons foiré. Nous le savons, mais nous sommes toujours votre famille. Marlène, Daniel, assez de ça. Vous avez fait valoir votre point de vue. Ce dernier m'a presque fait rire. Fais mon point. Non, je n'avais pas fini de faire valoir mon point. Je me penchai en arrière sur ma chaise, sirotant mon café alors que je regardais tout s'effondrer à distance. Dorothy a dû faire face à la réalité. Dorothy a finalement dû réaliser à quel point elle était profonde lorsqu'elle est retournée à la banque. Cette fois, elle n'essayait pas d'accéder à ses comptes gelés. Elle essayait de se sauver. Elle voulait un prêt. Un dernier effort pour maintenir l'illusion que tout ne s'effondre pas. Mais elle aurait dû mieux savoir. Lorsque l'officier de prêt a regardé ses dossiers, tout ce qu'il a vu était une femme sans stabilité financière, sans emploi, sans revenu stable, rien à lui. Elle était à l'aise depuis trop longtemps, comptant sur mon argent, mon nom, mon influence. Maintenant, elle n'en avait rien. Lorsque la banque a nié sa demande de prêt, elle est partie avec une expression stupéfaite et brisée parce que pour la première fois de sa vie, elle n'avait vraiment rien. Mark et Evan ont appris à la dure. Mark a essayé de maintenir sa confiance habituelle.
Il a appelé son collège, exigeant une prolongation de ses frais de scolarité. Il a argumenté, négocié, essayé de tirer parti de mon nom, mais mon nom ne lui appartenait plus. Le bureau d'aide financière n'était pas intéressé par ses excuses. Ils lui ont donné une date limite de 7 jours s'il n'avait pas trouvé le paiement. Il était sorti. Evan, quant à lui, a eu son propre appel au réveil quand il est allé faire entretenir sa voiture, pour découvrir que les paiements n'avaient pas été passés. C'est à ce moment-là qu'il l'a finalement frappé qu'il ne possédait pas sa voiture. Je l'ai fait, et maintenant la société Repo était en route pour la reprendre. Je ne pouvais qu'imaginer le regard sur son visage quand il a réalisé qu'il n'était pas aussi indépendant qu'il le pensait. Il avait passé des années à penser que je n'étais qu'un portefeuille. Maintenant, il savait ce que c'était que de vivre sans. L'effondrement de Paul s'est approfondi. Il se noyait. Il avait passé des années à rouler sur mes liens, mon influence, ma générosité. Il avait volé ma femme, ma famille, ma place et maintenant il n'avait plus rien. Au moment où je l'ai coupé, ses investisseurs se sont dispersés. Son entreprise était déjà un cadavre. Mais le vrai coup de pied est venu lorsque les poursuites ont commencé à rouler. Tous ses clients qu'il avait bordés sur ceux qu'il avait surchargés, induits en erreur et en profitaient parce que je l'avais garni pour lui, il venait pour lui maintenant. Sans ma protection, il a fini. Je l'imaginais assis à son bureau, fixant la pile des avis juridiques, réalisant que l'homme qu'il pensait avoir remplacé l'avait complètement détruit. Bien, laissez-le pourrir. Le 3e jour, l'appel a ralenti. Les messages sont passés de la colère à la plaidoirie. Il ne demandait plus. Il ne me disait pas d'être raisonnable. Il mendiait. Et c'est là que j'ai su que j'avais gagné. Je les avais cassés. Je me suis assis dans ma suite d'hôtel, faisant défiler les messages, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Soulagement parce que j'étais libre. Pour la première fois depuis que j'ai épousé Dorothy, pour la première fois depuis que j'ai été manipulé pour être le mari parfait et le fournisseur parfait, je n'étais pas le filet de sécurité de quelqu'un. Je n'étais pas le plan de sauvegarde de quelqu'un. Je n'étais pas le portefeuille de quelqu'un. J'étais juste moi. Et j'aime ça. Le dernier appel est venu un vendredi soir. Je ne m'attendais pas à y répondre, mais quelque chose m'a fait ramasser. Pas par sympathie, pas par regret, juste la curiosité. J'ai pressé le téléphone jusqu'à mon oreille. Silence. Puis la voix de Dorothy, petite et cassée. « Daniel » chuchota-t-elle. Je n'ai pas répondu. Elle expila tremblante. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai pris une gorgée de ma boisson, puis j'ai répondu « Ne dis rien ». Une pause. J'ai juste besoin de comprendre. Comment pouvons-nous finir ici? J'ai presque ri comme si elle ne savait pas déjà. Mais j'ai répondu quand même. Nous nous sommes retrouvés ici au moment où vous pensiez que j'étais remplaçable. Elle laissa échapper un sanglot silencieux. Ne pouvons-nous pas réparer cela? Murmura-t-elle. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Non, Dorothy, dis-je calmement. Nous ne pouvons pas. Un autre silence, puis son dernier appel. Daniel, je t'aime toujours. J'ai souri, un sourire lent, connaissant et victorieux. Et enfin, je lui ai donné ma réponse. C'est bien, dis-je. Mais je ne t'aime pas. Avec ça, j'ai raccroché. Le dernier rire était le mien. Je me penchai en arrière sur ma chaise, m'étirant devant ma fenêtre. Les lumières de la ville brillaient sans fin et pleines de possibilités. J'étais libre et il se noyait. Mais ce n'était plus mon problème. Pas plus. Parce que j'avais fait mon choix. Je m'étais éloigné et pour la première fois en 19 ans, j'étais vraiment complètement libre sans vergogne.